Mesdames, Messieurs, vous regardez le grand journal sur For You Télévision. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition d'information. RDC, embargo sur les armes, fin de l'injustice au sein des Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution qui lève l'embargo sur les armes dans le pays. Il s'agit d'une levée de la mesure d'exigence de notification d'achat d'armes et matériel militaire. Une mesure qui devrait permettre définitivement au FARDC de se réarmer sans restriction. Toujours en une de cette édition d'information, nous sommes en République centrafricaine à présent. Attentat au colis piégé contre Dmitri Citi, l'expéditeur identifié. Eh bien, il faut tout simplement rappeler que de nouveau dans l'enquête ouverte par Bangui, dans l'affaire d'attaque terroriste au colis piégé contre un représentant russe, l'itinéraire du colis a été retracé. Le parquet est parti de Lomé. Il a été acheminé par un nommé Mingeva Alex. Des détails à venir dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Vous nous regardez sur nos différentes plateformes internet, For You Media Africa, Facebook et YouTube. Nous recevez via la 96.3 FM For You Radio. On démarre avec l'actualité en République démocratique du Congo. Je vous l'annonçais en titre, c'est la fin de l'embargo sur les armes dont était victime le pays depuis plusieurs années. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donc voté une résolution qui lève cet embargo sur les armes dans le pays. Il s'agit d'une levée de la mesure d'exigence de notification d'achat d'armes et matériel militaire. Une mesure qui permet définitivement aux forces armées de la République démocratique du Congo de se réarmer sans restriction aucune. Les détails avec Koumabiti. Félix Tshisekedi, qui considérait cette exigence comme un obstacle, a finalement considéré et salué cette décision qui arrive au moment où le pays fait face à une avancée des M23. Lors du débat, le représentant du Royaume-Uni s'est également félicité de cette procédure qui est pour lui un outil important pour suivre l'afflux d'armes qui arriverait vers les groupes armés en République démocratique du Congo. Kinshasa continuait de son côté de demander une levée des restrictions au moment où le nombre d'affrontements avec les milices du M23 montait en flèche. Accusé d'empêcher l'armée congolaise de protéger les civils, le Conseil de sécurité avait été pressé d'agir. Ce même Conseil de sécurité avait également voté mardi en faveur d'un renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo, de la MINUSCO, pour les années supplémentaires. On reste dans l'actualité de la République démocratique du Congo et cette fois-ci on parle du conflit avec le Rwanda de Paul Kagame. Dans ce conflit, la France a pour la première fois demandé au Rwanda de cesser son soutien au M23, le groupe rebelle qui sévit dans l'est de la RDC. Cette déclaration a été prononcée par Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État français chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux à Kinshasa. Cependant, cette position de la France est diversement appréciée et pourrait même être qualifiée de calculée et risquée au regard des rapprochements observés ces dernières années entre Paris et Kigali. Plus de précisions avec vous, Nguéné. Nous condamnons le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23 et nous demandons que les processus de Luanda et de Nairobi puissent être intégralement mis en œuvre, a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Chrysoula Zakharopoulou, au cours d'un point de presse. Une sortie jugée par certains calculée, puisque Paris, jusque-là, s'était montré très réservé sur le sujet, préférant jouer la carte de la prudence. Les dés sont donc jetés après les États-Unis. C'est au tour de la France de mettre la pression sur Kigali. Une pression pourtant risquée au regard des rapprochements observés ces dernières années entre Emmanuel Macron et Paul Kagame. En effet, le président français avait soutenu la candidature du Rwanda à la tête de la francophonie en 2018. Mieux, pour se distinguer de ses prédécesseurs, le locataire de l'Élysée avait effectué un voyage officiel au Rwanda en 2021. C'est du reste ce rapprochement qui avait favorisé le déploiement de l'armée rwandaise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mozambique,
où la France a des intérêts avec un gigantesque projet d'exploitation gazier pour l'entreprise Total. Pour toutes ces raisons, on peut dire que Paris a pris un risque en jetant une pierre dans le jardin du président rwandais Paul Kagame, qui n'hésite pas parfois à répondre du tac au tac. Bien que cette sortie fasse des affaires de la République démocratique du Congo, qui la considère comme un succès diplomatique à mettre à l'actif du président Félix Antoine Tshisekedi, le Quai d'Orsay reste attentif en scrutant de près la position que devrait désormais adopter dans les tout prochains jours Kigali. Et nous sommes en République centrafricaine à présent, je vous l'annonçais en titre, attentat au colis piégé contre Dmitri Sitii. L'expéditeur a été identifié. Il y a donc du nouveau dans cette enquête ouverte par Bangui dans l'affaire d'attaque terroriste au colis piégé contre un représentant russe. L'itinéraire du colis a été retracé et l'identifié. Et puis l'expéditeur a été identifié. Les détails sont contenus dans cet élément, regardez. L'enquête ouverte par Bangui après l'attaque au colis piégé du représentant russe, Dmitri Sitii, commence à livrer ses premiers fruits. L'itinéraire du colis qui a causé des blessures graves a été retracé. Celui-ci provenait du Togo, particulièrement de la ville de Lomé. Selon les informations publiées par le procureur de la République centrafricaine, Benoît Narcisse Fokpio, l'expéditeur a été démasqué. Il s'agit de Seviano Mingueza Alex. Le colis piégé à la bombe, qui visait le russe Dmitri Sitii, a été envoyé via la société DHL sur vol de la compagnie Kenya Airways. Après cette attaque terroriste, le ministère russe des Affaires étrangères a souligné, je cite, un acte criminel, fin de citation, avec pour but, je cite, de nuire au développement des relations amicales entre Bangui et Moscou, fin de citation. Pendant ce temps, le pouvoir de Bangui, tout en condamnant un acte d'une telle gravité, a réitéré que cette attaque ne saurait entraver les excellentes relations entre la République centrafricaine et la Fédération de Russie. Pour rappel, un message intimant la Russie de se retirer de l'Afrique avait été décelé à l'ouverture du colis piégé. Écriteau qui a été imputé à la France au vu du contenu du message, des exactions qui ont eu lieu après le retrait des forces françaises de la République centrafricaine. Et en Afrique du Sud, face aux milliers de délégués de l'ANC, le parti mythique au pouvoir, le 20 décembre dernier à Johannesburg, le président Cyril Ramaphosa, nouvellement réélu à la tête du parti, a rappelé son engagement à lutter contre la corruption en Afrique du Sud. L'autre cheval de bataille du président sud-africain est de taire les rivalités internes au sein du parti au pouvoir qui déjà se prépare pour les élections générales de 2024. Les détails sont contenus dans cet élément signé Couture. Bien qu'empêtré lui-même dans un scandale de détournement de fonds, le président Cyril Ramaphosa réitère son engagement à lutter contre la corruption durant son second mandat à la tête de l'ANC. À 70 ans, Cyril Ramaphosa, réélu le 19 décembre à la tête du Congrès national africain, après avoir échappé à une procédure de destitution, est assuré d'un second mandat si le parti remporte les élections générales de 2024. Pour cela, reste encore à Cyril Ramaphosa de résoudre l'épineuse question des disparités internes au sein de l'ANC. À mesure que nous avançons, nous devons résoudre un certain nombre de défis auxquels notre pays est confronté. Mais nous savons aussi que nous ne pouvons relever les défis que si nous sommes une organisation unie. Si l'ANC est divisée, il ne sera jamais en mesure d'unir le peuple sud-africain, a déclaré Cyril Ramaphosa devant des milliers de délégués de l'ANC lors de la 55e conférence du parti à Johannesburg le mardi 20 décembre. Accusé d'avoir étouffé un cambriolage chez lui en 2020, au cours duquel des liasses d'argent ont été dénichées sous le coussin d'un canapé, le président sud-africain, bien que n'ayant pas été inculpé, reste sur le coup d'une enquête policière qui se poursuit.
Et nous sommes à présent en Éthiopie. On parle d'économie, notamment avec la Commercial Bank of Ethiopia qui a annoncé le 19 décembre dernier qu'elle reprenait ses opérations financières dans certaines villes de la région troublée du Tigré après un arrêt de plus d'1 an. La plus grande banque d'Éthiopie a assuré poursuivre ses efforts afin d'élargir ses services progressivement et reprendre les opérations dans toutes les artères du pays. Les détails sont contenu dans cet élément signé Mamoudou. À la suite de l'accord de paix conclu récemment, les succursales que nous avons dans les villes de Chir, Alamata et Korem ont commencé à recevoir de l'argent envoyé de l'étranger localement. Et elles ont aussi reçu de l'argent en dépôt, a indiqué la Commercial Bank Ethiopia dans un communiqué. La banque a assuré poursuivre ses efforts afin d'élargir ses services et progressivement reprendre des opérations dans toutes les succursales. Gouvernement et rebelles ont signé le 2 novembre à Pretoria un accord prévoyant notamment une cessation des hostilités, le retrait et le désarmement des forces tigréennes, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès à cette région plongée dans une situation humanitaire catastrophique. Le 7 décembre dernier, les autorités tigréennes avaient confirmé que Mekele, capitale de la région du Tigré, avait été reconnecté au réseau électrique national après plus d'1 an de coupure en raison de la guerre dans cette région du nord de l'Éthiopie. Région la plus septentrionale d'Éthiopie qui abrite 6 millions d'habitants, le Tigré vit quasiment coupé du monde depuis le début du conflit entre le gouvernement fédéral dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed et les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré. Le pays était également privé depuis plus d'1 an de nombreux services de base, électricité, télécommunications, banques, carburant. Les combats avaient débuté en novembre 2020 quand Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale arrêter les dirigeants de la région qui contestaient son autorité depuis des mois et qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires fédérales. Lors d'une session de questions-réponses avec les députés le 15 novembre dernier, le Premier ministre avait affirmé que les autorités avaient commencé à rétablir télécommunications et électricité dans certaines zones touchées par le conflit. Les dispositions de l'accord dans lequel ne figure pas explicitement la restauration de l'électricité et des télécommunications entrent progressivement en application. Selon l'ONU, les 2 ans de guerre ont rendu plus de 13,6 millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie. C'est 1,4 million au Tigré, 7 millions à Amhara et 1,2 million en Afar. Et on reste avec vous, Emma Mouto. On parle toujours d'économie, cette fois-ci escale en Côte d'Ivoire, où le ministre français de l'économie Bruno Le Maire était en visite le 19 décembre 2022. Ceci dans le cadre du lancement de 2 grands projets d'infrastructures dans la capitale économique ivoirienne. Il s'agit de l'extension de l'aéroport international, mais également la construction d'un métro qui devrait voir le jour d'ici 2025. Les détails. Le métro, c'est l'un des plus grands projets d'infrastructure du continent. Un projet ambitieux, social, qui va bénéficier à des millions d'habitants au quotidien, a affirmé Bruno Le Maire à l'issue d'une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara et le Premier ministre Patrick Achi. C'est un jour important pour nos 2 pays, le début de la réalisation d'une infrastructure majeure, a-t-il poursuivi. Le ministre français a signé dans la soirée des conventions, notamment de crédit pour ce projet. Fin 2019, un consortium français regroupant les groupes Bouygues Travaux Publics, Alstom, Colas Rail et Keolis avait été choisi pour la construction de la première ligne de métro d'Abidjan. La France s'était alors engagée à couvrir le contrat par un mix de prêts du Trésor français et de financement privé garanti par l'État français. Le coût des travaux est estimé à 1,66 milliard d'euros. Cette ligne doit traverser la métropole ivoirienne du nord au sud sur 37 km jusqu'à l'aéroport. Le chantier a pris des années de retard, mais le gouvernement a souhaité que le métro soit fonctionnel en 2025. Bruno Le Maire a également participé à une cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'aéroport international d'Abidjan. Ce projet est un symbole du succès de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire enregistre des succès économiques
et en termes de stabilité qui en font un modèle pour beaucoup d'autres pays, a affirmé Bruno Le Maire, saluant des relations tout simplement excellentes entre Paris et Abidjan. L'objectif est de permettre à l'aéroport d'accueillir 6 millions de passagers par an, 2 fois plus qu'actuellement. Cette extension sera opérée par le groupe Bouygues. Et parlons à présent de gaz dans ce journal. L'Algérie, premier exportateur gazier en Afrique, s'est inscrit en faux le 20 décembre dernier contre le mécanisme temporaire mis en place par l'Union européenne pour plafonner les prix de gros du gaz. Les États membres de l'Union européenne ont approuvé lundi dernier, après un mois d'âpres négociations, un mécanisme temporaire pour plafonner les prix de gros du gaz, un accord qui permet de débloquer d'autres mesures d'urgence pour réaliser des achats groupés de gaz et doper les énergies renouvelables. Ce dispositif adopté par les ministres européens de l'énergie vise à bloquer les transactions sur les marchés de gros au-delà d'un certain seuil et empêcher ainsi tout envolé des cours qui se répercuteraient sur les entreprises et les consommateurs, des mesures contre lesquelles l'Algérie a mis en garde et ne compte d'ailleurs pas, bien sûr, les appliquer sur son territoire. Et on sort des frontières africaines. À présent, nous sommes aux Pays-Bas où le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a demandé pardon le 19 décembre dernier pour la grande implication des Pays-Bas dans la traite négrière. Si de nombreux médias ont salué ce geste, qualifié d'autrement symbolique du côté des anciennes colonies, on souligne de nombreux manquements dans la démarche du gouvernement de Rutte. Je vous propose plus d'éléments dans cet élément signé Assam Zili. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a officiellement prononcé des excuses pour le passé esclavagiste des Pays-Bas. Pendant des siècles, sous l'autorité de l'État néerlandais, la dignité humaine a été bafouée, a fait savoir ce dernier lundi 19 décembre à La Haye. Des excuses prononcées également à titre posthume à tous les esclaves du monde entier qui ont souffert de cet acte, à leurs filles et fils et à tous leurs descendants. Bien plus, le Premier ministre néerlandais a soutenu que l'esclavage, dans des termes plus clairs, devrait être reconnu comme un crime contre l'humanité. Si ces excuses officielles ont été saluées par des médias néerlandais, elles suscitent néanmoins de nombreuses critiques aux Pays-Bas et en Outre-mer, notamment dans les îles Caraïbes. Parmi les points critiqués, la date arbitrairement choisie, le manque de concertation avec les représentants des anciennes colonies. À Suriname, pays voisin de la Guyane, les militants et les responsables affirment qu'il aurait été judicieux que leur avis soit demandé sur les excuses. De ce fait, l'attitude du gouvernement Rutte, qui ne l'a pas fait, est qualifiée de néocoloniale. D'autres voix discordantes auraient préféré que la date du 1er juillet 2023 soit choisie car elle marque la commémoration de l'abolition définitive il y a 150 ans de l'esclavage dans les ex-colonies néerlandaises. À l'île Saint-Martin, le Premier ministre de la partie néerlandaise, qui n'a ni accepté ni exigé des excuses, appelle plutôt à un dialogue avec La Haye. Du côté du comité de réparation au Suriname, il est reproché au gouvernement néerlandais de ne pas assurer la responsabilité ni l'obligation de rendre des comptes. Dans l'optique de promouvoir une meilleure prise de conscience du rôle des Pays-Bas dans l'esclavage, le gouvernement projette l'annonce de la création d'un fonds de 200 millions d'euros et la construction à Amsterdam d'un musée national de l'esclavage. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, l'empire colonial néerlandais a connu la prospérité grâce à l'esclavage. Le pays a expédié au moins 600 000 personnes d'Afrique en Amérique du Sud. Merci à Sam Zili. On clôture ce journal par les activités de développement communautaire au Cameroun. Le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Bassa Diné, a célébré l'arbre de Noël avec son personnel le 16 décembre 2022 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Douala. Une cérémonie de retrouvailles familiales ayant servi de socle pour le renforcement du sentiment d'appartenance nécessaire à la vision de l'entreprise. Pour cet événement marquant, par ailleurs, les
fête de fin d'année. 1560 enfants du personnel ont reçu des bons d'achat qui leur permettront de s'offrir aussi bien des cadeaux que plusieurs effets de fournitures scolaires au grand bonheur de leurs parents personnels de la communauté urbaine de la ville de Douala. Guéné a suivi pour nous cette actualité sur le terrain. Je vous propose son compte rendu. Chaque année, à la même période, plus qu'un devoir, c'est devenu une tradition pour la communauté urbaine de Douala. La cérémonie de l'arbre de Noël, célébrée à l'esplanade de l'hôtel de ville, a donné lieu à des retrouvailles familiales, socle du sentiment d'appartenance qui contribue à fédérer le personnel autour de la vision de l'exécutif communautaire. Profitant de ce moment de communion et de joie, le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Bassadine, a tenu à féliciter l'ensemble du personnel qui se dévoue au quotidien pour le bon fonctionnement de l'institution. La présente cérémonie me donne l'occasion de vous féliciter pour le travail que vous effectuez au quotidien en vue de la bonne marche de notre institution. Et c'est le lieu pour moi de vous encourager à plus d'abnégation au travail, car les défis qui nous attendent sont immenses. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître que les performances de notre institution seront améliorées depuis 2 ans. La fête de Noël, la fête des tout-petits, mélange intéressant de plusieurs cultures et religions, une aubaine pour la communauté urbaine de Douala qui célèbre au total 1560 enfants du personnel âgés de 2 à 12 ans. Tous ont reçu des bons d'achat qui leur permettront de s'offrir les cadeaux et de profiter pleinement des fêtes de fin d'année. Ces bons d'achat, le secrétaire général dit, doivent être consommés. Ils sont petits, et ils ne sont pas tous consommés. On peut encore en faire un peu plus. On veut que la taille des ménages augmente. Je regarde la gente féminine, c'est elle qui surtout préfère que le nombre d'enfants augmente. Je vous encourage à le faire. Encore plus loin et faire que la ville de Douala brille de mille feux à l'occasion de cette période de Noël, de cette période de fête de fin d'année. Parce que la fête de Noël est une fête des dieux enfants. Après 12 mois de dur labeur, cette cérémonie de l'arbre de Noël tombe à point nommé pour ses parents, personnels de la communauté urbaine de Douala, émus et satisfaits. Je suis très contente pour ce jour et je dis encore merci à Dieu pour mon petit garçon parce que le laissant à 4 ans, 5 ans, venir travailler, rentrer tard, il m'attend parfois, maman tu es rentrée, c'est à lui que je vais dédier ce bon d'achat parce qu'il le mérite bien, il me donne la force de travailler pour lui, voici mon sentiment. Invitant le personnel à redoubler d'efforts et à plus d'abnégation au travail afin de relever les défis qui attendent la communauté urbaine de Douala, le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Bassadine, leur a donné rendez-vous pour l'édition 2023. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de nous avoir regardés sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube For You Media Africa, de nous avoir écoutés sur la 96.3 FM For You Radio. Restez en compagnie de nos programmes car l'information se poursuit sur nos différents médias. Au revoir, Tombouctou.